Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la 100e de l'ESM Made in France, 100e épisode hebdomadaire, un podcast qui dure depuis mai 2020 quand même, un épisode du coup anniversaire avec pas mal de gens qui sont ici avec moi. Tout d'abord Adil, bonsoir Adil. Bonsoir et bonne année le podcast, c'est évidemment depuis le premier épisode que je suis là et j'ai quasiment loupé aucun rendez-vous. Oui, un vétéran Adil, un vétéran, tout comme moi, et bonsoir Alejandro. Bonsoir. Alejandro, je sais plus depuis quand tu es là, depuis vers l'épisode 70. Ça fait une trentaine d'épisodes. Trentaine d'épisodes. Depuis le junior, depuis le junior. Ça. Gwen aussi est avec nous. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Gwen, toi tu es là depuis épisode vers... Ouais, 2 ans moins, peut-être vers l'épisode 30, un truc comme ça. Un truc comme ça, je me rappelle même. Je ne compte même plus. Mike, bonsoir Mike. Bonsoir, bon anniversaire le podcast et je tiens à féliciter son professionnalisme et son efficacité. Professionnalisme avec de gros guillemets, bien sûr. Hein. Oui, donc Mike, toi tu es là depuis très longtemps. Mieux, on va dire. Tu es là depuis très longtemps, Mike, parce que tu es là depuis une semaine. Mais j'ai avec moi aussi... Ah ouais, non mais... Moi ça va. J'ai aussi avec moi Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et effectivement, ouais, que du temps parcouru, quel temps, hein, un peu, plus de 2 ans, bientôt 3 ans même. Tu es là depuis l'épisode 5, Alexandre. Effectivement, ouais, donc alors je suis pas là depuis le début, mais quasiment, et c'est vrai que bon, on part de loin, hein. La dernière fois quand on a commencé ce podcast, on était dans une période difficile, hein. Annulation de l'Eurovision. Avec le concours annulé à cause du Covid, le confinement, Europe Channel Light, la VF éclatée de France 2. Voilà, hein, à l'époque où même pouvoir prendre un avion vers l'Allemagne c'était impossible, aujourd'hui il y a des avions qui se posent en Antarctique, hein, comme quoi. Et on a avec nous, enfin, Nathan qui était là du coup dans les 2 premiers épisodes. Bonsoir Nathan. Je croyais que c'était les 3 ou 4 premiers, mais finalement c'est encore moins que ça, du coup c'est les 2 premiers. Donc bonsoir, je suis ravi d'être là à nouveau. Donc, Il a vraiment fait flash. Bon anniversaire en tout cas au podcast. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder parce qu'on a un épisode super chargé. En fait, on va parler que des chansons qui ont été sélectionnées, les dernières chansons sélectionnées, donc à savoir celles de la Suisse, de l'Autriche, d'Israël, du Royaume-Uni, de la Suède, du Portugal, de la Grèce et de l'Azerbaïdjan. Et donc, sans plus tarder, on commence par la Suisse. La Suisse, du coup, qui a sélectionné en interne Remo Forer avec la chanson What a Gun. Qu'est-ce que tu penses de cette chanson, Adil ? En soi, c'est pas mal, What a Gun. J'ai peur qu'il soit zappé le jour J parce que ça manque un peu de mémorabilité. Et le fait qu'il est en 2001, ça n'est pas. Je mets un 6 sur 10. Hein. Alejandro ? Ouais, la chanson de la Suisse est franchement très correcte. Moi, c'est un titre que j'aime bien. Ils essayent justement de continuer dans la vibe de Young Tears, etc. Bon, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, mais oui, voilà, comme le disait Adil, c'est que la chanson en elle-même n'est pas super mémorable. Ça risque vraiment de passer aux oubliettes en demi, sauf si vraiment la Suisse arrive à gérer au niveau du staging. Donc, à voir ce que ça va donner. Gwen ? Je pense que Alejandro et Adil l'ont bien résumé. En fait, c'est une belle balade quand même, What a Gun. Elle est bien produite, elle est bien ficelée. Mais je pense qu'en fait, ils n'ont peut-être pas saisi la leçon de l'année dernière. Que justement, que les jurys avaient un petit peu flingué Mister Marius Beer, si je me rappelle. Non, tu t'es trompé. C'était le public. C'est le public, oui, parce que Oui. cette année, il n'y a que le public qui vote en demi-finale, il n'y a pas de jury. Donc, Ouais. donc je me dis, je pense qu'ils n'ont peut-être pas tiré les leçons de l'année dernière et le fait de se dire qu'en fait, il faut trouver une chanson justement qui puisse être, on va dire, transcendante et qui permette à un jury de voter, quoi. Enfin, un public de voter. Donc effectivement, je pense que ce manque de transcendance, même si la chanson est bien produite, c'est une belle balade, j'ai peur justement que la Suisse se retrouve recalée en demi-finale. De leur côté, c'est un petit peu dommage, j'aurais préféré avoir autre chose de leur part quand même. Mike ? J'avais aucune attente concernant la Suisse quand j'avais vu le nom de Remo Forer.
l'horaire, je me suis dit que ça allait être un truc un peu à la Mario Bar comme l'an dernier. Et au final, j'ai été super surpris avec une excellente intro, avec une mélodie de piano qui perso m'a séduit direct, j'ai direct su que j'ai apprécié. Et globalement, c'est une balade très classique, mais qui reste ultra efficace et qui personnellement est totalement ma came, avec Remo Forer qui a une voix de fou furieux, vraiment. Et je pense qu'on sous-estime un peu trop l'appréciation du public par rapport aux balades. Je pense que Remo Forer peut s'en sortir malgré que la demi-finale 1 soit une boucherie. Oui, non, mais c'est une dinguerie. Je pense quand même que la Suisse va réussir à s'en sortir. J'espère en tout cas, parce que vraiment c'est l'une de mes préférées de cette début. Beaucoup de puissance, il y a moyen de faire quelque chose avec une bonne mise en scène, bref. C'est pas simple sa qualification, mais je suis sûr avec la Suisse et je pense qu'ils vont réussir à gérer. Nathan? Ouais, alors tout le monde a plutôt très bien résumé hein, les tenants et aboutissants pour la Suisse. Moi, je pencherais quand même si j'aime beaucoup la chanson, je la trouve très belle, effectivement, Remo Forer, il a une voix absolument magnifique. Je penche quand même pour la première hypothèse qui a été formulée ici, c'est-à-dire que la Suisse risque d'être assez oubliable, parce que la balade, elle est extrêmement classique, c'est très joli, disons que ça reste efficace dans le genre, mais pour moi, c'est pas suffisant derrière. Le seul truc qui peut permettre éventuellement à la Suisse de se qualifier, je pense que c'est le fait d'être entouré de gros bops. Parce que, disons-le, il y a juste, me semble-t-il, une seule balade en deuxième partie de première demi-finale, à savoir les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas ont plus de chances de se qualifier derrière. Je trouve que la chanson est plus touchante. Donc ça va être compliqué. C'est pas une mauvaise chanson, mais effectivement, je suis quand même très inquiet pour la Suisse. Je suis quand même très inquiet, même si j'aime beaucoup la chanson. Après, si je peux me permettre de rajouter, tant que j'y pense, j'oublie de dire, ils ont quand même fait appel à Sacha Jean-Baptiste. Alors, est-ce qu'elle peut arriver justement à faire en sorte que la chanson soit bien vue du public? C'est une bonne question. Et pour l'instant, elle s'est pas trop raté la fille aussi. Donc... Bah, elle a quand même fait des flops et des tops. Hein, ouais, Sacha Jean-Baptiste n'est plus gage de perfection, on va dire. On verra. Alexandre. Voilà. Et alors, on va commencer par donner un petit point musical. Au tout début, alors j'étais intrigué par le fait qu'ils utilisent un pattern, que le piano de début sonne un peu comme une valse, alors qu'on est quand même sur un rythme 4/4. Je trouvais ça intéressant. Mais sinon, en termes sur le fond musical, le reste est un peu plus basique. Ça reste une balade intéressante pour le thème qu'il aborde, même si il est peut-être un petit peu trop surfait en ce moment, hein, du coup, avec ce thème de la guerre c'est pas bien, l'amour c'est mieux, etc. Très en vogue, hein, pour des raisons évidentes. C'est sympa, mais pour moi, je pense qu'effectivement, comme Aguen a dit, il faut peut-être se remettre un petit peu en question, parce que la Suisse a eu 2 très bons résultats d'affilée, 2019, 2021, 2 années de suite. C'était ces 2 chansons-là, donc avec She Got Me et tout l'univers, hein, évidemment, c'était 2 antipodes, mais qui fonctionnaient très bien. Et ces 2 chansons-là, selon moi, prouvent que la Suisse peut être capable de vraiment renverser le concours, et qu'à une année prochaine, pas forcément l'an prochain, mais bientôt, qu'on se retrouve à Genève ou dans une autre ville à l'Eurovision. Mais pourtant, ils continuent de choisir des chansons, on va dire, avec moins d'efforts. Et c'est un peu dommage. Donc je suis pas certain que ça puisse se qualifier. À voir. Je peux rajouter un petit truc Ouais. Concernant le message de la chanson, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment un truc anti-guerre. J'ai plus l'impression que c'est une chanson sur le passage de l'âge adulte, et où l'âge adulte est un peu transposé comme un temps de bataille, tu vois. Quand je vois le texte Adolescence breaking through, nothing hurts when you're bulletproof, I remember yes I do. Moi j'ai un peu compris ça en mode, quand t'es adolescent, tu te crois invincible, t'as l'impression que tout va bien se passer, etc. Puis tu te prends la réalité dans la gueule.
et tu te rends compte que c'est un peu la merde. Moi j'ai plus compris la chanson comme ça, plutôt que vraiment premier degré, un truc anti-guerre. Après, j'ai dit ça à titre arbitraire plus, parce que c'est le premier truc qui me venait en tête, mais c'est possible que ce soit plus subtil. Ah oui, moi aussi. Mais voilà, en y réfléchissant un peu plus, j'ai plus compris la chanson comme ça. Oui, en vrai, je préfère cette explication, je vais pas te mentir. Ah oui, bah c'est un peu plus subtil, j'aime mieux le délire. Je pense que tout a été dit, je vais pas en rajouter beaucoup. Moi, Oui. je vais surtout parler sur un plan sentimental, du coup, vu que toute la partie technique a été, je trouve, bien avancée par vous six. Ouais, vous six, waouh, on est beaucoup. Moi, je vais dire juste, la chanson m'a pas énormément marqué et j'ai dû l'écouter au moins 2 ou 3 fois pour avoir un peu en tête et pour y réfléchir. Ce qui n'est pas souvent gage d'une chanson qui fait un beau résultat. Je trouve que la Suisse quand même tente des choses et n'essaye. Enfin, je sais pas si la Suisse a envie de gagner ou quoi, mais je sens au moins que la Suisse a envie de mettre à l'avant des artistes locaux et a envie de montrer tout un panel artistique de son territoire. Et je trouve que leur dernière tentative, donc que ce soit John Sears, que ce soit Marius Berg, que ce soit Luca Hänni, etc., montre tout un panel. En tout cas, c'est le raisonnement que je trouve dans leur sélection interne. Mais après, voilà, la chanson ne m'a pas touché. Pour moi, Watergun sera sans moi. Ou devrais-je dire, cette année, ce sera sans Remo. Je vais même pas répondre. Le flop est incroyable. Je vous propose de passer du coup à l'Autriche, qui eux aussi en interne ont sélectionné Teia et Salena avec la chanson Who the Hell is Edgar, une chanson qui parle de l'invisibilité des paroliers dans l'industrie musicale. Adil, qu'est-ce que tu penses de Who the Hell is Edgar? La première fois que j'ai écouté, j'étais mitigé. C'était pas ouf. Après, je m'attendais à pire. Et puis, vint le temps. Petit à petit, je commence à accrocher des délires, à faire pop, 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 pop. Et le clip n'avait aucun sens. Et du coup, j'aime beaucoup. Non, mais est obligé qu'elle se qualifie, Sanena et Teia. En plus, ils sont dans la DF2, c'était friendly. Allez, on va laisser peser. Et ils sont dans le 8e des bookmakers. Hein. Autant dire, ils ont pas intérêt à se faire en live. Alejandro? Alors déjà, je vais commencer en disant très content de voir Teia qui avait participé au BOVJ 2020 et qui avait une super chanson sur moi, donc très content qu'elle puisse enfin faire l'Eurovision. Et ensuite, si je devais résumer cette chanson en un mot, c'est génie. Enfin, je vois pas d'autres mots pour cette chanson. Le message est superbe, franchement, enfin des gens qui mettent un peu, qui prennent en considération voilà le fait que malheureusement les paroliers sont souvent mis de côté. C'est pop, c'est dansant, il y a la choré qu'il y a dans le clip, c'est vraiment une choré qui est facile à retenir. Et pareil, ça rentre dans la tête, ça n'en sort plus, donc vraiment. Je suis très content, ça fait depuis un petit moment déjà que l'Autriche n'avait pas sorti une chanson qui me plaisait à ce point-là. Et ouais, honnêtement, elles ont toutes leurs chances de leur côté et je ne vois pas comment ça ne peut pas se qualifier en finale, soyons très honnêtes. Gwen? Je pense que Adil et Alejandro ont très bien résumé cette chanson. C'est une très très bonne chanson que nous ont sorti Teia et Salena. C'est une chanson surtout qui se retient beaucoup dans la tête, que j'ai même beaucoup dans la tête et que j'arrive pas à me la faire sortir. Par contre, moi, la seule question que je me pose, c'est surtout comment va se passer le live. C'est peut-être un peu le défaut de l'Autriche, c'est qu'ils choisissent en interne les chanteurs. Mais d'ailleurs, on n'a pas de live de la chanson et c'est ce qui a été, on va dire, leur principal défaut l'année dernière. J'espère qu'elles vont faire les pré-parties et que ces pré-parties vont bien se passer parce que sinon, si ça va être comme Pia Maria qui sait pas chanter l'année dernière, voilà quoi. Donc j'espère pour une fois que l'Autriche va pouvoir retrouver les joutes de la finale qu'ils n'ont pas revues depuis 2018 et leur première place au jury surtout. Mike?
Je n'aurais qu'une seule chose à dire. Edgar Allan, po. Voilà. C'est super bien. Merci, bonsoir. T'aurais On a dit qu'on allait t'aurais le pu le détacher. dire avec un peu plus de conviction quand même. Hein. Ah, ouais. Après, hot take personnel, traumatisé de l'an dernier, je peux pas empêcher de me dire qu'ils vont faire éliminer en demi-finale. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment le même scénario que l'an dernier, tu vois. L'Autriche qui débarque de nulle part, que tout le monde kiffe, que tout le monde est en mode ouah, ça peut jouer la gagne, etc. Puis au final, ça descend de plus en plus, les lives commencent à débarquer et ça finit par se faire ça finit par se faire éliminer en demi-finale. C'est le même scénario pour l'instant, on parle là-dessus. Je suis traumatisé de l'an dernier. J'ai sûrement tort, mais bon, voilà. Alors, si Ayons je espoir. éliminé, je dirais que c'est de ta faute. C'est un start j'accepte totalement. Nathan? C'est trop. Alors, je suis très content d'être de retour du coup pour cette émission parce que j'aime bien parler des chansons que j'aime beaucoup. Et l'Autriche, cette année, elle en fait partie. Alors, déjà, ça a été dit, je trouve que les paroles sont super intelligentes. La chanson est super maligne, en fait, parce qu'elle aborde un sujet grave de manière facile, elle l'aborde de manière originale, du coup. Et punaise, ça sonne juste et authentique. Et moi, c'est ce que j'attends en fait d'un artiste qui arrive à l'Eurovision, c'est qu'il me propose quelque chose d'authentique, d'original, qu'on ait l'impression d'être dans un univers qui se démarque par rapport aux autres trucs. Et là, pour le coup, on est en plein dedans. Donc, déjà, je trouve que voilà, la chanson est très très intelligente. Je rejoins pas forcément l'avis qu'il y a par rapport au scénario de l'année dernière pour l'Autriche, dans la mesure où moi personnellement j'aimais bien l'Autriche. Après, je j'ai pas eu l'impression non plus que les gens allaient dire que les gens disaient que ça allait jouer la gagne. Moi, ça me donne pas du tout le même effet. Et puis voilà, du peu que j'ai vu en tout cas des deux interprètes, c'est deux meufs qui savent où elles vont artistiquement. Donc bizarrement, je suis peu inquiet pour l'Autriche. Le seul bémol, c'est pas tant leur capacité à chanter en live. Là-dessus, je pense que elles vont performer, elles vont faire ce qu'il faut. Ça va plus être sur la manière dont c'est mis en scène, parce que va mettre en scène un truc comme ça, ça va pas être facile. Après, voilà, pour moi, il y a les ingrédients, il y a des éléments inattendus dans la chanson, le côté un peu christique sur le haut mio padré. Enfin. Bref, je trouve que la chanson est géniale, elle reste en tête. Et moi, c'est ce que je veux à l'Eurovision. Et actuellement, pour spoiler, pour spoiler un petit peu, je les mets actuellement deuxième de mon top sur toutes les chansons qui sont sorties et que j'ai écoutées, à savoir toutes sauf l'Azerbaïdjan. Donc voilà, je souhaite le meilleur à l'Autriche et je suis ravi d'avoir une proposition comme celle-ci au concours. Alexandre? Au début, j'étais vraiment pas fou à l'idée de. Enfin, en fait, j'étais pas ultra dedans, en fait. Je voyais que sur Twitter, tout le monde était à fond dessus, en exposant le côté mimesque et fun et absolument humoristique et décalé de cette chanson qui est indéniable. Hein. Mais j'avais du mal, j'arrivais pas à trouver ça si catchy que. Enfin, je trouvais pas la chanson si catchy que ça. Et à force, avec quelques écoutes et en explorant un peu le contexte derrière cette chanson que du coup, je crois, Nathan a très bien expliqué. En fait, déjà, ça aide un peu mieux à comprendre le pourquoi de Edgar Allan, hein, j'ai envie de dire, et aussi ça aide selon moi, ça justifie un peu mieux le reste. Et puis j'avoue quand même que ce beat, ce rythme, ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête, c'est insupportable. Mais bon, it's starting to grow on me, comme on dit, et j'espère que ça sera toujours le cas d'ici mai. Et effectivement, je me demande comment ils vont faire pour mettre ça en scène, parce que ça va pas être facile du tout. Déjà qu'ils n'ont pas réussi à mettre en scène correctement leur dernière prestation.
dans les 4 dernières années, si on exclut Nobody But You, hein, évidemment. Je me demande ce que ça va être pour celle-ci. Mais bon, on va voir. Et en tout cas, d'ailleurs, je tiens à préciser, bon, ça tu le mettras ou pas, il y a des rumeurs comme quoi, et puis même c'est à peu près confirmé, même si c'est pas sûr, que du coup c'était que le compte Twitter, je sais pas si certains ont suivi, mais le compte Twitter Eurovision Crystal Ball, qui ont suivi, il y a des rumeurs comme quoi ce serait justement la délégation autrichienne qui dirigeait ce compte et qu'en fait ce compte du coup était la seule, enfin en fait la création de ce compte n'était qu'en fait un immense prétexte pour teaser la chanson la chanson de l'Autriche, ce qui expliquait pourquoi on avait déjà autant de teasers à son propos. Et ce qui expliquerait notamment les autres ligues, on pourrait imaginer éventuellement des accords entre les différents. Si jamais la délégation avait des accords avec les compositeurs, par exemple, dans des songwriting camps, par exemple, j'imagine que ça pourrait expliquer le fait que certaines chansons aient été révélées avant. En tout cas, je voulais en parler parce que je trouve ça quand même absolument épique. Oui, on n'a jamais eu ça. C'est clair, ça rentre pas dans l'histoire et le lore, l'iceberg de l'Eurovision. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable, mais genre, si par contre ils ont pas d'accord, c'est la délégation la plus détestée de tout le truc Eurovision. Hein. Je suis en train de me dire, attends, les Autrichiens, ils font de la pub pour eux, et en plus ils foutent la merde les autres. On lique les nappes et tout, en mode, comment ça? Les Autrichiens, c'est gros bâtard. Ah non, mais si c'est le cas, c'est vraiment un coup de génie. J'applaudis. Je souhaite juste préciser, je n'étais absolument pas hype par les extraits de la chanson. Et lorsque la chanson est sortie, moi j'ai immédiatement kiffé. Je tenais à ajouter ça parce que j'étais pas du tout hypé par ce qu'ils allaient sortir. Je vais vite terminer sur Théa et Selena. Juste par dire que, bon, vous avez tout dit de toute façon sur la chanson, c'est exceptionnel, c'est du génie, ça on est d'accord. Ça fait partie du coup de cette liste, de cette catégorie de chansons qui sont fun mais qui ont un message très lourd. On peut parler de Eat Your Salad, on peut parler de Euro pour faire plaisir à Adil, mais mais j'aimerais aussi rajouter que c'était très sympa ça, d'avoir fait ça. Du coup cette semaine il y avait la finale du Melody Festivalen, et alors je sais plus quelle chaîne YouTube a décidé de faire réagir les chanteurs, les finalistes du Melody Festivalen aux chansons qui étaient sorties de l'Eurovision, et notamment du coup Who the Hell is Edgar. Et c'est incroyable parce que cette chanson c'est vraiment un doigt d'honneur au Songwriting Camp un peu, au niveau des paroliers, et Lauryn, qui est, je crois, qui est quand même une artiste assez complète, qui écrit ses chansons et tout, qui a énormément d'investissement dans tout ce qui est le processus créatif de sa chanson, alors que certains se contentent juste de prendre une chanson et de la chanter, tu vois, ou alors de réarranger quelques petits détails, mais c'est tout. Lauryn, qui a du coup une vraie patte artistique, a saisi les paroles de cette chanson et aime beaucoup cette chanson du fait de son message, parce que la chanson a un message très important, et c'est aussi un message super féministe. Who the Hell is Edgar, dans le clip, elles sont carrément obligées de se grimer en homme pour aller vendre une chanson. Moi je trouve que tout est super bien pensé dans cette musique, et je leur souhaite d'aller super loin. Alors effectivement il y a le traumatisme de Pia Maria l'an dernier, qui nous fait dire putain on a peur pour l'Autriche, mais franchement je veux y croire, et je veux croire à un top 10 pour Who the Hell is Edgar. Et encore une fois, on le répétera jamais assez, mais cette édition est incroyable. Cette édition de l'Eurovision est folle, et on a une qualité musicale qui est totalement démente. On passe à Israël, qui a sélectionné sa chanson Unicorn de Noah Kirel, en interne encore une fois. Adil, qu'est-ce que tu penses de Unicorn? Moi, j'étais pas trop hypé, et quand j'écoutais la chanson, avec tout la coup que la télévision israélienne a fait, je me dis, tout ça pour ça. Ouais, t'avais une partie un peu pop, des éléments EDM, qui déconne pas assez, avec un frein un peu content sur les musiques de David Guetta, et le fait ça fait un bordel. Et en fait, il y a juste que la fin qui est intéressant, il y a même pas les
petite sonorité traditionnelle dans Israël était un peu le maître. On arrive avec Michael David, Eden Hanen, Neta, Nadav Gage et plein d'autres. On veut dire que je suis déçu. Et pour la faire courte, c'est Chanson d'Eurofan qui ne gagnera pas. 5. Inconnu. Personnellement, Unicorn, alors au départ j'étais beaucoup déçu. Je m'attendais surtout à une chanson un peu up-tempo qui déménage et qui dépote. Au final, c'est vrai que ça n'a pas été le cas, mais en l'écoutant plusieurs fois, je me suis dit qu'au final c'était assez bien produit. Et puis je pense que la chanson reste pas mal en tête aussi. Je pense qu'elle a un avantage, c'est surtout de se retrouver en première demi-finale où ils sont que 15 pays, mais bon, je préfère pas m'avancer dessus parce qu'en 2014 j'ai eu le traumatisme que Same Heart a été éliminé pour Israël alors qu'ils étaient que 15 pays. Sinon, moi ce que je me dis pour Unicorn, c'est une chanson que j'aime beaucoup, je pense qu'elle peut aller largement en finale. Par contre, c'est comme un peu l'Autriche, je me dis, mais comment cette chanson va être mise en scène et comment ça va être présenté à l'Eurovision, et je me dis que ça peut être la chanson en fait qui peut se gameler. Donc pour l'instant, je pense que ça va prendre avec des pincettes et voir ce que ça peut donner sur scène. Pour l'instant, c'est un oui, mais voir tout ce que va donner sur scène. Mais sinon, moi, j'aime beaucoup cette chanson. De Mike. Et Chanel en bien. Ah oui, tant que ça. Ah ouais, non mais je dénonce. Non, je rigole. Ce genre de chanson, j'adore rarement. C'est ce genre de chanson un peu... c'est très... Je résume beaucoup. Mais un peu des styles à la Beyoncé, Lady Gaga, ce genre de choses. Où, voilà, meuf, qui se base beaucoup sur la danse, truc up-tempo et tout. Ce genre de choses. J'adhère quasi pas. J'adhère quasi jamais. C'est pas mon délire. Et ben pour une fois que j'aime une chanson de ce style, ça fait plaisir. Vraiment, Noah Kirel, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de... C'est un gloubi-boulga de plusieurs styles et que ça fait aucun sens. Perso, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. Vraiment, quand j'ai vu les réactions, j'étais en mode, ah bon. J'étais en mode, ça va les gars, c'est pas. Pour moi, ça se mélange très bien. Il y a de bonnes transitions dans ces trucs-là. Et justement, le fait que j'apprécie, du coup, ça adopte des styles que personnellement j'apprécie beaucoup. Le pré-refrain ultra sérieux avec le clip en noir et blanc où elle dit j'ai le pouvoir de licorne. je comprends que ça choque des gens. Le contraste choque des gens. Moi, ça ne me choque pas du tout et c'est complètement mon délire, donc j'adhère parfaitement. Et concernant le live, je ne me fais aucun souci parce que il y a bien quelqu'un sur tout le line-up de cette Eurovision que on sait est une tueuse en live, c'est Noah Kirel, parce que c'est l'une des artistes les plus connues d'Israël. Elle fait des concerts de fous furieux, vraiment, limite tu n'as rien à faire. Juste tu la fous sur la scène, elle fait le taf, il n'y a pas de souci. Et surtout par rapport à la dance break, où il y a beaucoup d'influence K-pop, j'ai vu pas mal de gens comparer ça à Blackpink, et où là pour le coup je le dis premier degré, c'est Chanel en mieux. Là pour le coup c'est Chanel en mieux. Premier degré. Et franchement, si elle garde les moves qu'elle a là dans le clip, il y a moyen de faire un passage de malade et un truc mémorable qui la fera qualifier sans le moindre souci. Pour l'Israël, je ne me fais pas d'inquiétude. Vraiment, ça va bien se passer pour elle. Et personnellement, je termine la demi-finale 1 avec elle, avec Unicorn. Et voilà, GG Israël, parce que généralement, j'adhère pas non plus des masses à leurs chansons. Là, ça marche. Et c'est super. J'ai eu l'unicorne. Je pense que je vais m'occuper du coup de faire la personne qui est pas d'accord sur ce que tu as dit. Nathan. Alors, sur l'analyse purement objective de la chanson, je rejoins beaucoup ce qui vient d'être dit. Maintenant, sur l'appréciation purement personnelle, je suis aux antipodes justement de ce que je viens d'entendre. Moi, je trouve que le fait de dire que c'est gloubi-gloubesque, c'est pas du tout abusé. Je pense qu'effectivement, la chanson elle est gloubi-gloubesque. Il y a un peu de tout. J'ai presque eu l'impression que c'était une caricature de chansons pop, up-tempo et tout ça. Donc forcément, c'est des choses déjà qui ne m'attirent pas forcément. Là, quand j'ai en plus l'impression que c'est presque caricatural de tout ça, j'aime encore moins du coup.
Après, la chanson, elle est extrêmement bien produite. Effectivement, les transitions, tout est bien réalisé. Hein, il n'y a pas de souci. On voit que c'est des grands professionnels de la musique qui ont été derrière ce truc. Maintenant, voilà, je suis clairement pas le public cible pour ce genre de choses. Et je trouve que justement, la fin, ouais, c'est Glooby-Goobesque. Il y a un petit peu de tout. Bon, voilà, je peux pas en dire beaucoup plus parce que la chanson ne plaît pas forcément. Et par contre derrière, oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va performer. Et malheureusement pour moi, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur la qualification d'Israël. Parce que derrière, il y aura tout ce qu'il faut en scène. Il y aura sans doute même des moyens un peu démesurés pour une telle chanson du coup. Mais ça passera comme ça. Ça passera pas d'une façon que moi j'aime, mais on sait que ça va bien finir pour Israël, au moins en demi-finale. Pour la suite, j'ai des doutes, j'émets quelques réserves. Alexandre. J'ai écouté cette chanson qu'une fois. Et ça m'a suffi. Non, en vrai, c'est un autre exemple de chanson qui essaie de mélanger un peu les genres. Je sais pas si j'aime ou pas. Faudrait que je réécoute plusieurs fois pour me faire un avis, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus pour l'instant. Mais on va dire pour l'instant c'est moyen. Pour l'instant, mon avis, je parle. Donc si ce que disait, je sais plus qui l'a dit, c'était Mike, je crois, qui parlait de en mode qu'elle était faite pour la scène, etc. J'espère, parce que ça rendrait la chanson bien meilleure et ça lui donnerait une raison de se qualifier, donc pourquoi pas. Mais sinon, j'ai pas plus de choses à dire. Voilà. Perso, j'avoue, quand la chanson est sortie, je me suis dit, bon, bah ça, c'est une chanson qui se qualifiera tout de suite. Mais après réflexion, et par les arguments que je vais avancer juste après, bah en fait, j'ai un peu mes doutes sur sa qualification, à vrai dire. Déjà, je trouve que c'est fouillis comme chanson. C'est une, comment dire, en fait, j'ai l'impression que la chanson est tellement overproduced que ils ont pas su sur quel pied lancer, ils savaient pas quoi faire. J'ai l'impression qu'en fait la délégation israélienne est perdue, hein, tout simplement. Ils savaient pas quoi faire pour ouais, ils savaient pas quoi faire pour marcher à l'Eurovision, du coup ils ont mis un peu tout, n'importe quoi, ils ont racolé comme ils pouvaient. Et du coup ça fait un résultat un peu bizarre où tout le monde finalement reste sur sa faim parce que tout le monde a une partie qu'il préfère et bah personne n'est pleinement satisfait. Alors apparemment Mike ici, mais moi j'ai l'impression que enfin, c'est l'argument qu'on m'a avancé en ligne sur Twitter. On m'a dit ah ouais mais c'est un peu comme un medley, du coup tout le monde aime un peu. Bah mais du coup personne n'aime pleinement quoi. Du coup c'est pour moi j'ai mes doutes. Effectivement le dance break. J'espère que le dance break. Je suis comme Alexandre en fait. J'espère qu'elle est bonne en live parce que le live c'est ce qui va pouvoir la sauver selon moi. On va passer, je vous propose à une des chansons du pays hôte, qui est la chanson de Mae Muller, I Wrote a Song, du coup pour le Royaume-Uni. Adil, que penses-tu de I Wrote a Song? Alors, vu tous les rumeurs qu'il y avait entre Birdie et Rina Sawayama, je me suis dit, ok, finalement c'est I Wrote a Song. Et je pensais vraiment que j'allais détester, et finalement ça passe. Hein. Bon après, c'est vrai que ça vaut pas des rumeurs, mais bon... Hein. Vu qu'il passe en dernier en finale, il y a des chances qu'il ne refasse pas les malheurs du bottom 5 ou la malédiction de pays hôte. Hein. Parce qu'en vrai, c'est pas du tout cette malheur. Parce qu'en vrai, je préfère dans le genre des une chanson Alexandre Rybak en 2018. Hein. C'est efficace et j'attends d'avoir en live 7 sur 10. Et le clip est génial. Hein. Alejandro? Alors, le Royaume-Uni, je suis surpris parce que enfin ils arrivent avec une chanson, avec un genre qu'ils savent bien faire, à savoir de la pop. Donc ça, je suis très content. La chanson est très bien, en plus, je trouve. Ce serait une belle manière de terminer la finale. Donc, alors un top 3 comme l'année dernière, je ne pense pas que ça va être possible. Par contre, un top 10 ou un top 15, je vois complètement ça envisageable. Et comme l'a très bien relevé Adil, le clip, honnêtement, je le trouve magnifique. Il y a des super bonnes idées et j'espère qu'il
qui retranscriront un peu le genre du clip sur scène, parce qu'on pourrait avoir de très beaux plans et une très belle presta. Oui, d'ailleurs, parce on a oublié de préciser, mais du coup, elle passera en dernière de la finale. Et l'Ukraine passera en 19. Gwen? J'ai envie de dire, c'est peut-être la chanson, enfin j'aime bien cette chanson, je l'adore. Par contre, le peut-être point négatif, c'est qu'elle est peut-être un petit peu répétitive. Mais par contre, j'ai envie de dire, c'est la chanson qui va peut-être permettre de dire, enfin après voir peut-être dans le futur ou pas, qui permettrait de dire enfin, est-ce que le Royaume-Uni, ça y est, enfin, a compris ce que c'était que l'Eurovision en 2023, enfin 2020-2023, enfin vous voyez ce que je veux dire, et qui leur permettrait enfin d'avoir des classements assez excellents, un peu comme a fait la France, je dirais, en 2016, à partir de 2016 directement. Après, c'est vrai qu'elle passe en dernière position, je pense que c'est un très gros avantage. Je vois, franchement, si le Royaume-Uni finit dans un bottom 5, vraiment, là, je me pose vraiment des questions si qu'il se sera passé quelque chose. Mais pour moi, tous les signaux sont ouverts pour moi de mon côté. Mike? J'avais suivi les rumeurs de près avec Rina Sawayama, Birdie, Mimi Webb, etc. Donc quand My Muller a débarqué, vraiment, j'ai eu un stun monumental. Parce que, globalement, je kiffais toutes les chansons qu'il y avait dans les rumeurs. Et j'étais en mode, bah ça y est, le Royaume-Uni, vas-y, ils vont faire comme ça m'arrive l'an dernier, ça va être une dinguerie. Et au final, c'est I Wrote a Song, qui est une chanson sympathique. Elle est sympathique. Mais je peux pas m'empêcher d'avoir le seum par rapport aux autres, par rapport aux autres propositions qui étaient meilleures de mon point de vue. Après ça va, le seum est passé assez vite. C'est une chanson sympathique qui peut faire un bon score, qui est assez catchy, qui peut cartonner. Ça peut être la chanson qui cartonnera cette année. Elle a le potentiel pour. C'est une chanson très classique. Je vais pas en parler pendant 20 ans. Voilà, elle chante bien, elle a une bonne performance, le clip est sympa, la mélodie est sympa, voilà, c'est sympathique et on est bien. Ça donne un Big Five qui est vraiment peut-être l'un des meilleurs qu'on a eu depuis je sais pas quand. Il y a vraiment moyen de vérifier, il y a moyen que ce soit le meilleur en vrai. Nathan? Ouais, alors, je vais vous avouer une chose, je suis pas du tout le public cible de ce type de chanson, donc je vais m'attacher à la regarder d'un point de vue, d'un point de vue le plus objectif possible, on va dire, parce que bah forcément c'est pas vraiment ma came. Par contre, je dois reconnaître que je lui trouve un certain potentiel. Et je pense qu'effectivement, cette chanson, elle représente bien le Royaume-Uni. Elle représente bien le Royaume-Uni dans ce qu'ils font au niveau musical. Hein. C'est une chanson qui est pop, ultra radio-friendly, très moderne derrière. Honnêtement, c'est frais. Alors, c'est pas novateur, mais je trouve ça quand même frais. Donc voilà, je trouve aussi que tous les voyants sont au vert pour le Royaume-Uni, qui joue sa carte. Qui la joue pleinement en plus en prenant le spot 26, GG à eux d'ailleurs. Mais du coup, oui. Tous les voyants sont ouverts pour le Royaume-Uni. La chanson, elle est poppy, elle est entraînante. Elle a vraiment du potentiel. Elle a vraiment du potentiel en live, je pense. Et ça peut être une vraie surprise en live. Donc, je crois que le top 10 est envisageable. Et voilà, j'émets un avis très positif alors que c'est pas du tout mon truc. Mais je suis quand même forcé de dire que le Royaume-Uni joue bien sa carte. Et pour moi, ça y est, ils ont compris. Faudra encore vérifier ça l'année prochaine, mais c'est comme l'Espagne. Ils ont capté le truc. Alexandre? Pareil, c'est mid. c'est sympa, mais ça fait très british comme son, qui est bien. Mais pareil, je suis pas vraiment le public. Donc, tant mieux si elle fait un bon résultat. Mais voilà, c'est pas mon truc. J'écouterai pas ça des dizaines et des dizaines de fois, disons. Mais pourquoi pas? Perso, je suis pareil, je trouve vraiment ça moyen en fait, honnêtement. Et j'ai l'impression que, alors certes, la chanson est catchée, et je comprends qu'on puisse être emporté par la chanson, mais est-ce qu'on serait pas en train de surestimer le Royaume-Uni? Genre, ils ont envoyé Sam Ryder, c'était très très bien.
Mais enfin, est-ce que vous vous souvenez des 6 ans qu'on a passé juste avant ou genre, je sais pas. Oui, on se souvient, mais enfin voilà, Bah, je trouve qu'en fait, que parmi sur les 6 dernières chansons qu'ils ont envoyées, désolé, je te coupe, hein, mais je trouve que c'est l'une des meilleures actuellement. Non mais honnêtement, la chanson est pas mauvaise, mais genre. Mais imaginez, genre, il n'y a pas Sam Ryder et si on passait du coup Embers à I Wrote a Song, est-ce que la chanson aurait autant de faveur des Eurofans en ce moment? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'elle en aurait plus. Oui. Oui, je suis d'accord aussi. Bah moi je suis un peu dans la supposition inverse, je vous avoue, parce que enfin je sais pas, enfin je la trouve pas incroyable, enfin à titre personnel je la trouve pas incroyable. Après je reconnais qu'elle est bien produite, son ordre de passage va la favoriser de fou, mais ouais je suis pas, enfin en tout cas par rapport à ce que Sam Ryder c'était l'an dernier, je constate quand même un petit downgrade, enfin je sais pas. Mais après, c'est pas pas qu'elle mauvais. fera aussi bien, mais je pense qu'elle fera bien, en tout cas. Elle s'évitera, honnêtement, elle va s'éviter facilement le bottom 5, à mon sens. Ouais, mais après, je la verrai pas dans le top 10 non plus. Enfin, après, dans une autre année, je l'aurais peut-être vu dans le top 10, mais cette année qui est quand même très compétitive, disons, je sais pas si on la verra dans le top 10 non plus. Mais en tout cas, par contre, juste, je félicite le Royaume-Uni parce que vraiment, niveau investissement, il y a eu un vrai step-up. Quand tu vois que la chanson, elle est révélée en direct à la radio, sur une grosse radio, à la BBC Radio quand même, c'est pas rien, où il y a des reportages sur Mae Muller. Quand tu vois que Mae Muller, elle est ultra enthousiaste par rapport à l'Eurovision, vraiment, elle est chaude, elle a envie d'être là, quoi. Elle a l'air trop sympa, la meuf, tu vois. oui, c'est vrai. Donc ça fait plaisir. C'est déjà ça, tu vois. Je suis là en mode... T'as pas l'impression que le Royaume-Uni il est là en mode bon, faut être là parce qu'il faut être là, voilà, tiens, et voilà, lui. non, c'est vraiment l'impression qu'il s'investit dans le délire. Et ça fait plaisir. Ouais. On n'aura pas des Spaceman tous les ans et tout, avec des dingueries où les mecs ils peuvent jouer la gagne, c'est certain. Mais ça fait au moins plaisir que on sent un réel investissement du Royaume-Uni par rapport à autre chose. Qu'ils sont pas là en mode bah les couilles, les mains dans les poches, ça change. Bah après, j'ai envie de dire, l'inverse pour un pays hôte aurait été quand même vachement super. C'est vrai que ça aurait été bizarre. Enfin bref, juste pour conclure, la chanson est certes du coup dans mes derniers de mon top, mais après c'est pas pour autant que je l'aime pas. Genre je la trouve quand même plutôt cool, même si, enfin, je la trouve un peu moyenne, mais je la trouve quand même écoutable, quoi. Je peux encore l'écouter. Il y a très peu de chansons on est dans un exercice difficile parce que c'est vrai que toi ou moi par exemple on n'est pas le public cible. Oui voilà, c'est ça exactement. Et si je dois regarder la chanson le plus objectivement possible, vraiment je me fais pas trop d'inquiétude pour eux sur le fait qu'ils vont éviter une débandade. Bah, objectivement je sais pas, je suis un peu perdu j'avoue sur cette chanson. Le Melody Festival s'est conclu samedi soir avec la victoire très surprenante de Lauryn et la chanson Tattoo. C'est choquant, dis donc. Ah, gros, bah, moi je pensais que ça allait être Paul Ray. Hein. Lauryn revient après une victoire en 2012. Elle avait déjà essayé le Melody Festival, on rappelle, en 2017. Et elle revient du coup avec la chanson Tattoo. Qu'est-ce que tu penses de Tattoo, Adil? Autant la mise en scène est quali comme le titre, intrinsèquement ballon. Voilà, ça fera de 10, on est d'accord, mais ça va pas gagner, et faut être sérieux. Si c'était pas Laurie qui chantait, ça aurait été genre dans 5e maximum des bookmakers. Hein. Et c'est là où je veux en venir. Les bookmakers, comme les Eurofans, elle est extrêmement surcotée. Alejandro ? Je pense que pour aborder cette chanson correctement, il faut l'aborder d'un point de vue objectif et d'un point de vue subjectif. Parce que sinon, on va pas y arriver. Subjectivement, j'aime beaucoup la chanson. Le staging, honnêtement, il est nickel. J'ai rien à redire. Bon, vocalement, pareil, il n'y a rien à redire, etc. Objectivement, après, ça reste quand même de l'Europop très classique. On voit qu'il y a du Thomas Giston derrière, on voit qu'il y a du Jimmy Joker derrière. Et
c'est basique, oui, ça marche, mais de là à... Alors, faire top 5, à mon avis, oui, parce que, vu la chanson, oui. Mais de là à finir premier, je sais pas, quand même, j'ai un doute. Faudra voir ce que ça va donner avec la nouvelle mise en scène à Liverpool, parce que, on le rappelle, la plateforme qu'elle a, elle pèse 1 tonne 8 et donc impossible à transporter. Mais on verra. Je pense que là, tout le monde Eurofan est en folie, parce que oui, c'est Loreen, machin, c'est la Queen, etc. C'est l'artiste de référence de l'Eurovision. Mais je pense pas qu'il faille trop s'emballer non plus, quoi. C'est pas parce que c'est elle que ça y est. Ça va être incroyable. On a déjà eu des artistes beaucoup plus connus et pourtant qui se sont qui sont pété la gueule. Hein, donc, en tout cas, perso, moi j'aime bien la chanson, mais il faut calmer un peu, quoi. Ouais, cette effervescence. Faut juste aussi relativiser sur le fait que certes Loreen est très connue dans le milieu eurofan, mais est-ce que Loreen est vraiment une star mondiale? Elle est une star en Suède, mais est-ce qu'elle est une star mondiale ou que ce soit? C'est ça le débat. En fait, c'est que hormis ces Singum Fest, ça n'a pas trop marché sa carrière musicale. Hein. Et pour revenir au fameux tube Euphoria de Loreen, ça a été un tube partout en Europe, sauf la France, pardi. Hein. Juste un petit truc, non, juste pour ajouter, je sais qu'il y en a qui vont peut-être me détester après avoir dit ça, mais je préfère Tattoo à Euphoria. Voilà. Gwen? Alors, Alejandro, je te détesterai pas pour ce que tu viens de dire. Je partage le même avis que toi. Je trouve que Tattoo est plus authentique et a plus de... il y a plus d'originalité que Euphoria. J'adore complètement cette chanson. Après, c'est vrai que oui, Dia a gagné l'Eurovision, je pense que c'est peut-être encore un peu tôt. On est quand même à 2 mois du concours. Faut pas non plus tirer des plans sur la comète. Après, moi, ce que je reproche par rapport à ce Melody Festivalen, personnellement, la SVT, je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que vu le niveau qu'il y a eu cette année, excusez-moi de dire, mais vraiment, il va falloir faire quelque chose parce que vraiment c'est affligeant, c'est flagrant même. Je me suis dit mais quand ça servait bon de faire ce Melody Festivalen si c'était pour faire gagner Lorraine quoi. À la limite autant rien faire et la choisir en interne c'est autant plus rapide quoi. Voilà quoi, c'est la seule chose que je trouve dommage. Même à la limite je me suis dit c'est est-ce que la SVT n'aurait pas magouillé sa victoire et puis voilà quoi. Sinon oui voilà pour moi c'est la deuxième de mon classement derrière Lazara donc je pense que je me fais pas d'inquiétude pour Lorraine, tout va bien se passer pour elle. Mike? Loreen wins LOL, c'est mieux qu'Euphoria. Bonsoir. Merci Mike. Voilà. Nathan? En fait, on est tous d'accord en fait. Je pensais qu'on allait se faire incendier. Ah non, on est bras. On est bras, mec. Non mais oui, Tattoo, ça joue la gagne. Ça joue la gagne, y a pas de problème. Le staging au Melfest, il est hallucinant. Et personnellement, Tattoo, c'est une hype. La hype est méritée selon moi. Parce que c'est vraiment un truc estière. C'est un truc très pop, un peu classique, tu vois, mais avec la patte Loreen. Et surtout son interprétation en live qui... Elle a son truc. C'est ça qui est génial. Elle a son truc à elle a son charme, elle a son délire. Que j'aime beaucoup. Et c'est pas tous les artistes du Melfest qui peuvent le dire. Et du coup, c'est génial. Je pense que c'est une candidate pour gagner l'Eurovision. On peut potentiellement aller à Stockholm l'an prochain. Je me fais aucun doute là-dessus. Et voilà. Enfin, elle a tout pour gagner le jury, pour aller choper le public en même temps. Et voilà. Si tu veux que je dise, c'est Loreen, c'est Tattoo, tout le monde est en mode, tout le monde a tout dit. Voilà. Même là, tout le monde a tout dit. Donc voilà, Loreen. Nathan? Oui. Alors, je vais aller dans le même sens que ce qui a été dit. Hein. Moi, ça me surprend pas trop parce que c'est des critiques que j'ai vues, que j'ai entendues aussi dans la fandom, y compris de gens qui aiment beaucoup Loreen. Personnellement, je rejoins Alejandro. Artistiquement parlant, je préfère Tattoo à Euphoria. Je trouve effectivement que c'est plus authentique. C'est la force de la chanson. Derrière, le problème, c'est qu'on est sur de l'europop très classique, pas du tout novateur. Maintenant, il y a un truc qu'on commençait à dire là au fil des interventions, c'est que l'Eurovision, c'est d'abord une performance. En général, les chansons qui gagnent, ça reste d'excellentes chansons, du moins sur les, je dirais depuis 2016,
En tout cas, je trouve que c'est des vraies chansons qui apportent un truc artistiquement. C'est vrai que si Tattoo gagne, la chanson, musicalement parlant, pour moi, elle apporte pas grand-chose à ce qu'a fait l'Eurovision. Par contre, la performance, effectivement, elle vaut le coup, elle est impactante. Elle permet d'aller chercher le jury comme le public. Et donc, par la force des choses, la chanson, elle peut aller chercher la gagne. À mon sens, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de vraie plus-value autre que la performance. Musicalement, pour moi, c'est très classique. Après, voilà, j'aime beaucoup Lauryn. J'aime beaucoup Lauryn. J'aime beaucoup justement le fait qu'elle s'implique beaucoup dans le processus artistique, dans tout le processus artistique des chansons qu'elle interprète, qu'elle chante. Après, voilà, on n'est pas sur un truc ultra novateur. Alexandre? On parlait beaucoup de oui, mais vous savez, si cette chanson, si c'était pas Lauryn, ça ferait même pas top 10. C'est exagéré, ça. C'est surcoté, vous dites ça juste parce que c'est Lauryn, parce que c'est la Suède, alors que la chanson elle est pas ouf et tout, mais bon, il y a du vrai et du faux. Moi j'aimerais quand même revenir de base en partant du principe d'un principe sans biais. Le fait étant que ça reste un très bon morceau malgré tout, très bien mis en scène, très bien produit, et avec une interprète qui est extrêmement qui est extrêmement professionnelle et qui sait extrêmement bien chanter. En fait, on dit pas, on n'acclame pas Lauryn juste parce que c'est Lauryn, mais parce que c'est une excellente artiste et chanteuse en fait. Et de ce fait, c'est pas, il n'est pas, comment dire, il n'est pas exclu, on va dire, que c'est loin d'être débile de ce fait de se dire que la chanson puisse gagner, parce que ce serait débile de le nier. Elle a une voix incroyable que les jurys vont clairement aimer, et la chanson et la performance en elle-même pourrait très bien, selon moi, en voyant la liste des gagnants et en voyant cette performance-là, en tout cas, ou en tout cas un truc similaire, parce que comme on l'a dit, effectivement, c'est très difficile de faire approuver des props qui suspendent au plafond, surtout quand ils pèsent 1000 kg, 1600 kg, hein, forcément. Mais en regardant cette performance, moi, je trouverais ça pas choquant de l'avoir dans une liste de gagnants. Voilà. Donc, à voir. Moi, c'est pas ma chanson préférée, forcément. Mais pour moi, ce serait disons que ce serait un gagnant qui ferait honneur à l'Eurovision, selon moi, et j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà. Le seul problème que j'ai et que j'avais avant, c'est le fait qu'effectivement, comme disait Gwen, c'est que la sélection, que le Melfest en fait, depuis que Björkman est parti, j'ai l'impression que leur stratégie, c'est de concentrer tous les efforts sur un morceau, en fait, au détriment de la qualité globale. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que ça fait que le gagnant est un peu déjà connu d'avance. Ouais, voilà, parce qu'en interne, quoi. Ce qui peut expliquer Tout à d'ailleurs. fait d'accord. Ce qui peut expliquer peut-être d'ailleurs la dégringolade des audiences d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Donc je trouve ça vraiment vraiment dommageable. Ah. Malgré tout, il y a une suite à ma phrase. Malgré tout, ça reste un très bon morceau. Et d'ailleurs, j'aimerais faire je sais pas si j'en ai déjà parlé. Je sais pas si on a déjà abordé les chansons de la quatrième demi-finale, je crois. Oui, on l'a fait. Ouais, bah oui. J'aimerais encore une fois pointer du doigt ces violons magnifiques à la fin de la chanson qui, selon moi, m'ont convaincu. C'est quand même, ça rapporte quand même un plus, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Et globalement, c'est vrai que cette chanson, c'est vraiment une œuvre d'art dans la forme. Wow. Dans la forme. Non mais en vrai. En vrai, non. On va pas abuser non plus. Mais toutes les chansons sont des œuvres d'art. Mais mettez-la au Louvre. Non, le packaging, moi je suis d'accord, le packaging est
extrêmement solide et l'un des plus solides qu'on a pour le moment, en tout cas. Si ce n'est le plus solide. Oui, voilà, et puis. Avec l'Espagne. Disons que, quitte à ce que ce soit pas que ce soit peut-être pas un gagnant, un winner, je trouve que c'est un morceau très bon. Alors, je vais vous dire, pour commencer, j'ai jamais compris pourquoi Loreen avec Euphoria, ça a été un grand succès. Enfin, un succès oui, mais un aussi grand succès, j'ai jamais compris pourquoi c'était autant overhypé. D'ailleurs, c'est la même chose pour Tattoo cette année. J'avais beaucoup aimé Statement par contre. Statement, c'est vraiment peut-être une des chansons que je préfère qui a été au Melody Festival. On est pareil, ouais. Ouais, voilà, on a des traumatismes encore. Oui. Cependant, du coup, Tattoo, c'est une très bonne chanson. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable qu'elle joue pour gagner. Mais surprenamment, je suis d'accord avec Adil, c'est extrêmement surcoté par les Eurofans. Je pense qu'elle a effectivement ses chances pour gagner parce que c'est extrêmement bien produit. C'est vraiment le staging est super top, bien que oui, du coup, on a des craintes qu'il ne soit pas reproduit à Liverpool. Mais est-ce que elle a ses chances pour gagner? Mais est-ce qu'elle a vraiment est-ce qu'elle a plus de chances que Caria? Est-ce qu'elle a plus de chances qu'Alessandra? Est-ce qu'elle a plus de chances que Vesna? Tu vois, genre, je me dis, certes, elle a ses chances, mais ça reste quand même, comme je le disais juste avant, ça reste une appréciation d'Eurofan, surtout Loreen. Donc, je sais pas si le grand public voudra voter pour une meuf sous un écran ou un gars dans un ring avec des danseurs de cha-cha-cha, tu vois. Donc, je reste quand même perplexe sur une victoire. Je n'ai aucun doute que ça terminera dans le top 10, ni même dans le top 5. Hein. Mais voilà. Après, ce serait incroyable qu'elle gagne parce que du coup, ce serait la deuxième artiste dans l'histoire de l'Eurovision à gagner 2 fois. Le seul étant Johnny Le Gall, bien sûr. Donc, voilà. Soyons modérés quand même hein, quand on parle de Tattoo, même si c'est une excellente chanson. Bon sens. Voilà, même si c'est une excellente chanson. Le festival d'Akan Chao s'est tenu samedi soir. Du coup, c'était la toute dernière sélection pour cette saison 2023 de l'Eurovision, qui a vu la victoire de Mimikat avec Aika Chao. Alejandro, qu'est-ce que tu penses de Aika Chao? Alors déjà, je vais dire juste un mot sur le festival d'Akan Chao. Je trouve qu'on a fini la saison de la meilleure des manières. On a eu une très très belle finale et puis même le festival dans sa globalité était de très très bonne qualité, donc déjà bien joué les Portugais là-dessus. On ne reviendra pas sur les votes chaotiques, je pense qu'on a eu plusieurs crises cardiaques tout au long des votes. Mais sinon, non, je suis très très content de la victoire de Mimikat. Honnêtement, faisait partie de mes favorites. Et voilà, il y a l'interprétation est là, l'attitude est là, c'est authentique, c'est très portugais. Et on voit que voilà que c'est une énième chanson qui représente assez bien le pays. On part, évidemment, on change un peu de style en ayant une chanson qui a un peu plus de rythme et honnêtement le Portugal ça a bien fait. Donc voilà, j'espère honnêtement qu'elle fera un très bon classement parce que voilà, c'est une chanson qui mérite d'aller loin pour son authenticité et voilà, j'espère que le meilleur pour le Portugal en tout cas. J'aime beaucoup. Je m'attendais pas à adorer un truc instantanément venant à part du Portugal. Et ben finalement c'est 2 aides de mon top. Hein. Attention, elle est quand même un peu dans la demi de la mort. C'est un peu, ça passe ou ça casse. Mais bon. Le Portugal, depuis la victoire de Salvador Sobral, n'arrête pas de m'étonner en bien, en moins bien. Genre Exa en 2020. Gwen? Alors, j'ai quand même réussi à regarder le festival d'Akan Chao jusqu'à 1h30 du matin. Faut quand même veiller assez tard, quand même, n'empêche, parce que les Portugais, ils traînent toujours des pieds. C'était pas une si mauvaise sélection que ça. Bon, j'ai aimé 3-4 chansons, dont Mimikat et surtout Edmundo, mais je sais pas comment il s'appelait déjà. Nacho. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà.
Je l'ai beaucoup plus aimé que Mimikat. Mais j'ai envie de dire que, bon, voilà, après le Portugal n'a pas fait le mauvais choix. Moi, j'avais peur qu'ils choisissent un des groupes de rock un peu, voilà, un peu banal, quoi. Enfin, moi, tous les groupes de rock, moi, personnellement, j'aimais pas trop du tout. Non, Et c'est quel un groupe de choix, rock? c'est une chanson assez traînante, assez rapide, assez up tempo, et je pense que dans sa demi-finale, elle peut avoir de grandes chances de passer. Effectivement, je suis comme Alejandro, ouais, je pense qu'il vaut mieux lui souhaiter vraiment toutes les choses positives pour elle. Et moi, je me fais pas de soucis pour le Portugal, mais par contre, pour la finale, ça va peut-être être autre chose. Je pense que ça va peut-être compliqué de se hisser vers le haut, mais je pense que ça va bien se passer pour eux. Et il y avait que d'Apunk sportif en groupe de rock. Alexandre? Pareil, c'est mid. C'est pas. Je l'ai écouté plusieurs fois cette chanson du coup, parce que comme j'ai déjà dit, j'avais mis la playlist du festival d'Akamso quand j'avais joué à Minecraft et c'était super intéressant. Mais cette chanson-là, clairement, ne faisait pas partie de celle qui est restée le plus dans ma tête. Je suis surpris que c'est celle-là que les gens ont retenue. Voilà, mais bon, c'est vrai que peut-être c'était celle qui se transmettait le mieux sur scène, donc je peux comprendre de ce point de vue-là, mais d'un point de vue musical, rien d'intéressant de mon côté. Voilà. Alors. Moi, alors ce que j'adore avec cette chanson, c'est que tout d'abord, c'est une chanson qui arrive à être moderne tout en restant très rétro. Et c'est vraiment un truc que j'ai très apprécié. C'était une de mes chansons favorites du Festival d'Akan Chao, donc je suis content qu'elle ait gagné, même si je trouvais que cette année le Festival d'Akan Chao était exceptionnel, et qu'il y avait vraiment des chansons que je préférais vraiment voir gagner, genre Edmundo avec Afesta, Claudia Pascual avec Nashi Maria, je peux aussi citer Neonso ou alors encore Ivandro, qui pour moi du coup c'était vraiment des chansons super. Et bien sûr, elle a terminé dernière. Quelle honte! Inés Apenas avec Film do Mundo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une super chanson. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu violent. C'était hyper fou et Inés Apenas. Ouais, d'une fausseté horrible. Pas déçu que Mimikat gagne du coup à l'unanimité, parce que 12 points du jury, 12 points de télévote quand même. Je crois que... Je sais... Alors là, le Portugal, je sais vraiment pas s'il va se qualifier en finale. Mais en tout cas, je suis très content que le Portugal, encore une fois, apporte sa culture à l'Eurovision et toujours des artistes comment dire, très indépendants et comment dire, très libres dans ce qu'ils chantent, avec toujours une patte artistique bien développée. Et je trouve que, ouais, Quoi, en fait, il y avait beaucoup de bonnes propositions dans ce festival d'Akan Chao, et je pense qu'ils ont fait un bon choix. À voir comment ça se fera à Liverpool, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Akan Chao. Et aussi, oui, j'aimerais rajouter vite fait, parce on vient d'avoir les résultats des demi-finales en détail pour le festival d'Akan Chao, et voir que Bandua est terminé avant-dernier de leur demi-finale me brise le cœur. On continue sur la Grèce. Victor Vernikos avec When They Say. Alejandro. Enfin, on a une chanson de la part de la Grèce. Alléluia. Ils ont réussi malgré tout le drama qu'il y a eu, etc. C'est une belle chanson. Faut dire ce qui est. Honnêtement, c'est une belle chanson. Je m'attendais... J'osais espérer un truc un peu plus, enfin une chanson un peu plus avec des vibes un peu plus traditionnelles pour le coup. Mais c'est une belle chanson qui est assez classique, mais ce qui fait la force de la chanson, et pour ça va falloir attendre le live, c'est la voix de Victor qui est juste impressionnante pour un gamin de 16 ans chanter de cette manière-là. Honnêtement, je trouve ça fou. Donc, à voir ce que ça va donner, mais voilà, je suis pas déçu de la part de la Grèce. Sympa, j'apprécie assez, mais ces chansons se font de la masse, bien qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Gwen. Je suis assez d'accord avec Alejandro, je pense que Victor a une voix assez remarquable, vraiment peut-être qu'il peut être assez transcendante aussi. Par contre, sa chanson, je la trouve un peu moins bien, un peu classique, un peu pas assez originale.
Limite, ça fait penser un peu à du Uku Suvitse, vraiment dans le même thème que What Love Is ou The Lucky One. Après, j'ai envie de dire, la Grèce a peut-être un avantage dans sa demi-finale, ce serait justement le télévote. Ce télévote où il y a Chypre qui va filer, lui filer les 12 points, ni vu ni connu, la Roumanie ou je sais plus quel autre pays qui peut, ou alors l'Arménie aussi qui peut voter pour la Grèce. Je crois que je me fais pas de soucis pour lui, je pense il va se qualifier sans problème en finale. Mais après en finale, je pense que ça va peut-être être une autre paire de manches, mais à voir. Alexandre. J'ai écouté qu'une fois la chanson et mon commentaire cette fois sera un peu plus gentil. Je m'attendais encore à avoir un énième morceau de type Soy Boy, Sad Emotions, machin. Au final, c'est un peu ce qu'on a, mais je trouve que c'est un peu mieux produit que ce dont je m'attendais. Même si la chanson est pas très mémorable. J'ai pas grand chose à dire sur cette chanson, parce que je l'ai pas trouvée exceptionnelle, et je veux dire, j'ai trouvé peut-être très oubliable, malheureusement. C'est clairement une chanson où Victor va pouvoir démontrer ses performances vocales. J'ai trouvé, ah oui, j'avais trouvé un petit peu la construction intéressante sur le fait. Alors, la chanson ne décolle jamais vraiment, je trouve, et j'avais trouvé ça très intéressant de rester sur une même ligne, mais que ce soit voulu, que ça reste sur une même ligne par exemple, dans l'esprit du personnage. Ouais, après, les paroles ont l'air quand même assez bateau pour une chanson de l'Eurovision. C'est pas mauvais, mais je doute de sa qualification en finale. Et on termine l'épisode par évoquer l'Azerbaïdjan, qui a sélectionné en interne. Donc là, on enregistre le lundi soir, ça a été révélé il y a quelques heures. Toural Touran X avec Tell Me More. Alejandro, qu'est-ce que tu penses de Tell Me More? Alors j'ai écouté la chanson avant de commencer l'épisode rapidement. Donc c'est ça, le changement de style, pensez pas du Melody Festival 2.0 pour l'Azerbaïdjan. Ça. Et le changement est radical quand même, faut dire ce qui est. Par contre, je trouve la chanson correcte, sans plus. Parce que honnêtement, c'est pas mémorable, y a rien d'exceptionnel. Après, je la trouve pas non plus infâme à écouter comparé à ce que j'ai lu sur Twitter. Apparemment, il y a énormément de monde qui déteste. Ouais. C'est quand même très correct. Après, se qualifier en finale, clairement pas. Non, ça va passer à la trappe. Hein, faut dire ce qui est. Ah ouais! C'est ça l'Azerbaïdjan qui essaie de changer de style? Eh ben, j'aime beaucoup, hein. Bon, par contre, j'ai peur qu'il se rétame en demi-finale vu que la demi-finale est assez forte, hein. Ouais. Mais bon, je serais des seuls à aimer, hein. Gwen? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alejandro. Je pense que c'est une chanson qui va vite être oubliée, je pense, dans la seconde partie de la première demi-finale. Pour l'avoir écouté, franchement, je me suis ennuyé tout le long pendant 3 minutes. Sauf à la fin où il y avait des petits riffs de guitare qui étaient pas si mauvais que ça et qui redonnaient un petit peu de puissance à la chanson, mais vraiment sans plus, quoi. Enfin, je me suis dit, mais l'Azerbaïdjan qui nous envoie ça alors qu'avant ils nous envoyaient de grosses chansons bien produites, bien calibrées. Mais il se passe quelque chose chez eux, il y a eu un changement, il s'est passé quelque chose. Et c'est vraiment dommage de leur part parce que franchement je pense qu'ils auraient pu s'en sortir cette année et là je pense qu'à mon avis ça va être la deuxième élimination demi-finale pour eux. Alexandre? Et bah, alors déjà, je tiens à dire, je suis extrêmement surpris parce que ça ressemble clairement pas à une chanson envoyée par le diffuseur azéri. On dirait plus une chanson, on dirait pour être tout honnête, on dirait un morceau qui serait dans la sélection nationale irlandaise et qui finirait genre 5ème. Mais honnêtement, et bah, c'est pas génial, mais bon, ça a le mérite au moins d'être plus authentique que leur dernière contribution, parce qu'on rappelle hein, que l'Azerbaïdjan a eu recours à des directs suédois du Melody Festival depuis 2009. Et cette année est une exception.
débat, ça a le mérite d'être un morceau qui du coup sonne différemment que ce qu'ils ont d'habitude d'envoyer, comme j'ai déjà dit. Pour autant, ça reste pas non plus un bon morceau. Je pense qu'il y avait certains, notamment il y avait Dreamer de Mamagama qui du coup était dans le running pour représenter l'Azerbaïdjan. Malheureusement, ils n'ont pas été pris. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs. Et selon moi, c'était un morceau bien mieux mis en scène. Donc c'est dommage. Mais pour moi, ça, j'ose dire que ça se qualifiera pas. Après, on a déjà eu des surprises dans l'Azerbaïdjan, mais là, je pense que sans le jury, ça va vraiment être compliqué. Vu le bain de sang qui est la première demi-finale. La dernière fois qu'il y a eu un bain de sang comme ça, c'était en 2018, et on sait ce qui s'est passé pour eux. Donc, ouais, on verra, mais bon. Bah, je trouve que la chanson... Je suis très content que l'Azerbaïdjan tente autre chose. Ça tombe un peu à plat, j'ai l'impression. C'est... Alors, par contre, là, je vais faire une comparaison qui peut paraître un peu farfelue, mais j'ai comparé Tell Me More à Unicorn. Pour le coup, Tell Me More, je trouve qu'il y a plusieurs styles qui s'enchaînent, deux très gros en particulier, et que ça marche. Ça marche, ils ont réussi à faire je trouve un bon compromis sur la beauté de la chanson, à changer de style. Et j'aime beaucoup cette complicité qu'ils ont l'air d'avoir. Ça a l'air d'être vraiment authentique, quoi. Ça sent, la chanson a l'air vraiment d'être authentique et pas une super production comme ils le font habituellement. Et c'est très bien qu'ils l'aient spécifié d'ailleurs, qu'ils tenteraient de prendre de faire du 100% Azeri cette année. Mais voilà, c'est une chanson qui, je trouve, tombe un peu à plat, qui je pense pas qu'elle se démarquera à Liverpool, même si elle est écoutable et elle est toujours sympa à entendre. Donc, je sais pas. Je préfère en tout cas la deuxième partie à la première partie de la chanson qui, pour le coup, un peu déçu. Mais à partir du moment dans le clip là où ils sont sur scène, je trouve que ça fonctionne carrément mieux. Donc, est-ce que c'est l'effet guitare électrique? Je sais pas, mais en tout cas, c'est... Voilà, j'ai un avis mitigé sur Tell Me More. J'aimerais plus l'aimer parce que ça fait du bien de voir un pays qui tente autre chose. Mais malheureusement, c'est en demi-teinte pour moi. Et ainsi conclut le 100e épisode de l'ESC Made in France. Ça fait beaucoup d'épisodes quand même, hein. Ça fait beaucoup. Des heures et des heures de contenu finalement. Je sais pas trop comment conclure cet épisode parce que ça fait, faut quand même marquer les choses, mais je sais pas. Merci à vous d'être là, du coup, hein, déjà. Avec grand plaisir. C'est super d'être suivi du coup depuis 100 épisodes. J'ai envie de remercier les chroniqueurs qui ne sont pas avec nous du coup ce soir. Donc Mike qui est tout nouveau, Mike et Nathan qui ont dû s'absenter pendant l'épisode, et Adil aussi d'ailleurs, qui ont dû du coup partir pendant l'épisode. Merci à Lilian aussi. Merci à Corentin. Merci à Fred, bien sûr. Fred qui a quand même fondé ce podcast. Merci du coup merci Alejandro, merci Gwen, merci Alexandre. Je trouve qu'on a fondé en ces quelques dernières années, c'est un plutôt bon podcast. On a fondé plus qu'un podcast, je pense qu'on a fondé une amitié, et ça c'est le plus important. On n'a pas dans ce fandom, surtout en France, on a un fandom qui est plutôt petit, et du coup on n'a jamais vraiment l'occasion de parler de notre passion outre de parler sur des forums ou sur Discord ou sur Twitter, etc. Mais parler en vrai, parler face à d'autres personnes pendant plusieurs minutes des dernières actualités, de nos ressentis et tout, on n'a pas souvent l'occasion de le faire parce que c'est pas
quelque chose de très commun dans la société. Et c'est dommage d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je tenais à vous remercier déjà d'être là et de partager, qu'on partage tous ensemble cette passion et qu'on la partage à d'autres personnes qui nous écoutent, bien sûr. Je sais pas si quelqu'un veut dire un mot. Moi, écoutez, comme j'ai dit au début, il y a énormément de choses qui se sont passées, non seulement dans le monde, mais aussi de mon côté, dans ma vie personnelle. Hein, je pense, je vais pas en parler ici, mais les participants de ce podcast qui sont actuellement là en train de m'écouter, vous savez de quoi je parle. Mais malgré tout, on a traversé, on a expérimenté des choses ensemble, hein, que ce soit le retour de l'Eurovision après l'annulation de 2020, l'Eurovision Junior en 2021 auquel on a assisté ensemble, pour la plupart des membres en tout cas, je pense en tout cas les membres actifs, et puis globalement, ces 3 dernières années furent des années franchement vraiment très enrichissantes selon moi. J'ai été ravi de rencontrer Arthur notamment, en même temps que Fred qui malheureusement ne participe plus en ce moment au podcast, mais qui malgré tout reste un très bon ami à moi. Et puis les autres évidemment, voilà quoi. Donc c'est vraiment super quoi. J'aurais jamais pensé que malgré tout, ces circonstances, du coup, il y a 2 ans et demi, 3 ans, nous auraient amenés là, et franchement, je remercie Dieu pour ça, même si je suis pas croyant ou quoi, hein, mais voilà, c'est franchement super, quoi. Donc, je sais pas si d'autres auront le même ressenti que moi ou auront d'autres envie de dire autre chose. Si c'est le cas, je passe la parole tout de suite, mais voilà, en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous et de donner mes hot takes toutes les semaines. Je sais pas si... Non, mais c'est vrai que je me suis retrouvé là pas un peu par hasard parce que je le voulais, mais le fait que l'opportunité soit parue comme ça, c'est vrai que ça m'a donné tout de suite envie de participer, de venir, de partager c'est ma passion que j'ai pour l'Eurovision, de parler avec d'autres gens qui sont passionnés aussi. Et moi, comme je l'avais dit dans le message, dans ma lettre de motivation, on va dire, podcast, ce que j'avais dit, et je crois que c'était Arthur qui l'avait lu d'ailleurs, c'était que moi, l'envie que j'ai aujourd'hui, c'est justement qu'on aille plus loin, qu'on fasse mieux, et qu'un jour espérer qu'on soit crédité pour des sélections et qu'on je pense pas que vis-à-vis des autres médias soit possible, mais qu'on puisse espérer redonner une belle image à ce concours qu'est l'Eurovision en France, parce que c'est vrai que c'est une image qui est encore très ternie, qui est encore très trouble. C'est un concours qui est encore dévisagé, donc si on peut mener ce projet, franchement, ce serait cool, et ça nous prendra les années que ça nous prendra, mais si on peut y arriver, ce sera avec grand plaisir de le faire avec vous, en tout cas. C'est vrai que sur ce podcast, on a souvent été limité par tout simplement des soucis techniques, géographiques. Il faut savoir qu'on a la particularité quand même de venir chacun des 4 coins de la France, donc c'est quand même assez spécial. Disons que au moins on n'a pas l'argent, mais on a la passion. Et en tout cas c'est ce qui nous fait tenir ce podcast finalement, hein, c'est la passion. Et c'est pour ça que je vous annonce l'ouverture d'un litchi d'ailleurs qui en tout cas ça fait plaisir quand même de continuer avec vous. Effectivement, comme dit Alejandro, on espère pouvoir aller plus loin, c'est ce qu'on aimerait. C'est un petit peu un appel à l'aide à France Télévisions
le fait de nous voir. Mais c'est vrai que la technique a souvent péché malheureusement. Mais on fait de notre mieux et je pense que notre sincérité au moins se ressent beaucoup quand on parle du podcast. Enfin, quand on parle du podcast de l'Eurovision, bien sûr. Et c'est vrai que en ces quelques années, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Effectivement, on a, comme disait Alexandre, moi, ce que je retiendrai surtout, c'est l'Eurovision Junior, qu'on ait pu enfin se rencontrer, même si pour Gwen c'était assez rapide, je sais, que j'ai pu enfin rencontrer Alexandre ou encore Fred. C'était quand même quelque chose. Voilà, donc dire que le podcast quand même est parti d'un petit message d'un MP. Non, même pas d'un MP. C'est Fred qui m'avait mentionné dans un tweet en disant est-ce que t'es chaud, alors que je le connaissais même pas, Fred. Donc c'est assez dingue. Donc je sais pas trop quoi dire de plus personnellement. C'est vrai que ça fait 2 ans que je vous ai rejoint à peu près, donc passé beaucoup de choses, pas mal de choses, donc j'espère juste que ça va continuer, qu'on va arriver jusqu'à 200, 300, 400 ou 500, qui sait s'il le faut. On peut, voilà, espérons qu'il y ait une continuité à tout ça, effectivement. c'est ça. Et en espérant avoir au moins 100 épisodes de plus avec vous. Merci. Et qu'on se voit pour le junior l'année prochaine. Enfin, non, mais c'est vrai. Du coup, écoutez, comme d'habitude, le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Samsung Podcast, sur Google Podcast, sur Acast, sur TuneIn et bien évidemment sur YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 100e épisode de l'OST Made in France. C'était Arthur, bye bye. Salut tout le monde. Salut. Salut.